Bonjour, bienvenue dans le podcast de la culture en action. Je suis Patrick Vigneault, harmoniste d'entreprise. Nous, les harmonistes, nous avons une conviction. On développe son entreprise de manière bien plus rapide lorsque on crée une dynamique autour d'une culture d'entreprise puissante et authentique. Authentique, ça veut dire faire les choses à sa façon et les faire à fond. Aujourd'hui, vous allez découvrir une entreprise qui a fait les choses à sa façon, de manière authentique, et je crois que ça a contribué à son formidable développement. Il s'agit de Clinitex, qui est dirigé par Edouard Pic, et j'ai le plaisir aujourd'hui d'interviewer Thierry Pic, qui est son fondateur. Thierry, bonjour. Bonjour Patrick. Thierry, tu as commencé comme artisan laveur de carreaux en 1980 à Lille, je crois. Peux-tu avoir la gentillesse de nous dire où en est l'entreprise aujourd'hui, les principaux chiffres et décrire son activité, bien sûr? Écoute, 1980, effectivement, je démarre comme laveur de vitres, et l'entreprise a ensuite connu 40 années pratiquement de croissance à 2 chiffres, qui l'amène aujourd'hui à compter à peu près 3 500 collaborateurs. En équivalent temps plein, on divise à peu près par 2, et l'entreprise réalise à peu près 45 millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà. Et présente à peu près sur la moitié nord de la France, mais avec un développement assez rapide, qui va amener Édouard, à mon avis, à être présent sur tout le territoire dans les 5-8 ans à venir. Alors, tu as mis en place des principes d'organisation et de management qui sont proches de l'entreprise libérée. Ça veut dire responsabilisation, beaucoup de collaboratifs, de la confiance, du management coaching. Mais je crois que tu préfères parler de management à la Montessori. Alors, on sait que Maria Montessori a révolutionné le monde de l'éducation au début du XXe siècle. Mais est-ce que tu peux nous rappeler les grands principes de la méthode Montessori et comment tu as eu l'idée d'appliquer ça dans le monde de l'entreprise et est-ce que ça a été facile à le mettre en œuvre? Alors d'abord, j'ai pas décidé un jour d'appliquer les principes, montessoriens. Nos 4 enfants sont allés en école Montessori quand ils étaient plus jeunes et on avait été très sensibles à cette, pédagogie. L'histoire se passe, on oublie Maria Montessori, je développe l'entreprise et puis, ma fille Sidonie, il y a 5 ans, crée un réseau de micro-crèches, bio, Montessori, et musicales. Et en me montrant une vidéo qu'elle a tournée dans une de ces micro-crèches et en observant le comportement à la fois de ses assistantes, pédagogiques et des enfants, je redécouvre, ce qu'est Maria Montessori et je fais des analogies immédiates avec le management qu'on pratique. Et donc il y a 5 ans que j'ai, comment dire? Fait ce croisement, ces analogies entre la pédagogie montessorienne et ce que nous pratiquons comme management. Alors, les grands principes de Maria Montessori, d'abord, ce sont des principes qui s'opposent assez frontalement au jeu de pouvoir, c'est: «Apprends-moi à faire seul». Et déjà, là, on comprend tout de suite que les petits chefs détestent que leurs collaborateurs puissent un jour être, trop responsables et autonomes, parce qu'ils craignent pour leur, poste et pour leur pouvoir. Donc apprends-moi à faire seul. Donne-moi un cadre propice parce que le cadre de travail est quelque chose d'absolument important, pour que les énergies se révèlent. Laisse-moi choisir mes apprentissages, laisse-moi piloter mon temps, accorde-moi le droit à l'erreur et ça, c'est le prérequis de l'expérimentation parce que dans les entreprises où on ne s'accorde pas et où on n'accorde pas aux autres le droit à l'erreur, eh bien, tu as une entreprise de petits moutons, tu as une entreprise de gens qui n'osent pas expérimenter. Et enfin, et ça c'est le maître mot du bien-être des collaborateurs en entreprise, considère-moi. Ce n'est pas parce que j'ai 3 ans que je peux échapper à cette énergie dont j'ai besoin, qui est la considération. Ça n'est pas parce que je suis une agent de propreté, une femme de ménage, que je mérite moins la considération que le plus élevé des cadres dans la hiérarchie de l'entreprise. Ça, voilà, ce sont les grandes lignes montessoriennes. Après, que nous ayons besoin d'avoir formalisé notre vision, notre mission et nos valeurs, notre raison d'être, c'est très important parce que c'est le cadre de la liberté. Sans ce cadre-là, nous ne pourrions pas ouvrir en grand les vannes de la liberté et de la responsabilité. D'ailleurs, on en reparlera peut-être avec le télétravail tout à l'heure, mais c'est un prérequis absolu de l'ouverture du cadre de liberté. On ne peut pas pratiquer Montessori sans avoir au préalable fixé les règles de fonctionnement de cette liberté.
Et d'ailleurs, si tu vas un jour dans une classe Montessori, tu vas voir, contrairement aux idées reçues, les enfants se marrent, il n'y a pas de bruit, c'est sage, c'est propre, c'est bien rangé, les maîtresses parlent à voix basse, c'est extraordinaire. Eh bien, si tu viens chez Clintex, tu vas voir, enfin, quand on pourra revenir en présentiel, nous, on se parle à voix basse parce qu'on est en plateau paysager. Et si quelqu'un parle trop fort, on a tous une boîte à meux qu'on retourne pour lui envoyer un mot pour lui dire tu parles trop fort. Mais quand tu viens chez nous, c'est une classe Montessori. Je te jure, c'est assez étonnant. Ouais, donc on voit tout de suite la mise en œuvre dans l'entreprise et ce que ça veut dire. Notamment actuellement, il y a beaucoup de débats avec le télétravail sur effectivement comment responsabiliser et mettre en autonomie les équipes. On va en reparler tout à l'heure. Alors il y a un chiffre qui m'a étonné sur ton site web. Tu mets que 96% des collaborateurs se déclarent être satisfaits de leurs horaires et avoir les bons outils. Et aussi 98% se déclarent heureux chez Clinitex et aimer leur travail. Donc comment vous faites pour mesurer cela, mais surtout comment cela se traduit, cet engagement, comment cela se traduit en termes de proactivité, d'efficacité, d'initiative chez vous? Bah, tu vois, Patrick, en fait, quand j'ai démarré Cleantex et que j'étais laveur de vitres, j'adorais mon travail. Et donc, j'ai toujours eu la conviction que il était possible d'être heureux et d'aimer son travail en faisant un travail de nettoyage, de ménage. C'est-à-dire que on peut nettoyer des chiottes chez des clients et être heureux de le faire. Donc, j'étais habité déjà par ce souvenir et donc par cette conviction. Et assez rapidement, je crois que au bout de 10 ans de Cleantech, j'ai démarré des enquêtes de bien-être des collaborateurs. Alors attention, pas se tromper, un client est satisfait, un collaborateur est heureux ou en situation de bien-être. Et depuis toujours, c'est-à-dire qu'on a déjà réalisé à peu près 25 enquêtes, on en fait une par an, on a un chiffre stable qui est que 98%, 97 quelquefois, 99 quelquefois, des agents de propreté de chez Cleantech disent aimer leur travail et être heureux dans ce qu'elles font. Alors ça, c'est assez extraordinaire et c'est le fruit, c'est le résultat de notre système de management et qui fait que dans les mêmes proportions, nos clients déclarent être satisfaits de nos prestations. C'est-à-dire qu'on part du principe que une agent de propreté qui fait son travail en étant heureuse de le faire, qu'il est impensable qu'elle ne satisfasse pas son client. À partir du moment où le client est satisfait, il est impensable, à condition qu'on sache un petit peu compter, que l'entreprise ne réalise pas des performances économiques de croissance et de rentabilité. Voilà. Alors on passe par un cabinet extérieur depuis plusieurs années. D'ailleurs, on vient d'en changer cette année, mais on passe par des spécialistes de l'enquête. Ça se fait par téléphone, ça se fait de façon anonyme, ça se fait de façon facultative. Et le dernier échantillon d'agents de propreté qu'on a interviewé était composé de 550 agents de propreté, méthode des quotas. Enfin, on peut considérer que ces chiffres sont des chiffres scientifiquement exploitables. Voilà. Même si derrière le mot scientifiquement, on commence à être très méfiant. Alors ouais, et dis-moi, le manager, est-ce qu'il est pris, en étau entre la méthode, Montessori, enfin, on a bien compris comment tu l'avais mis en œuvre et puis, cette satisfaction, cette autonomie des collaborateurs. Quel est le rôle du manager chez vous? Alors, je ne ferai pas de distinction entre manager et leader. C'est-à-dire que, le manager et le leader doit être doté d'un certain nombre de qualités chez nous, qui sont d'abord l'humilité. Parce que on ne peut pas, piloter des équipes si on ne fait pas preuve d'humilité. L'humilité étant le prérequis également de la considération. Si je me sens supérieur à mes agents de propreté, je ne peux pas leur donner la considération que je souhaite leur donner. Je ne suis ni supérieur ni inférieur à mes agents de propreté. Et donc, nous attendons de nos managers qu'ils soient des leaders serviteurs. C'est-à-dire que dans les équipes hiérarchisées, dans les organisations pyramidales, le boss, le chef se dit que les équipes sont à son service. Et que nous pensons exactement le contraire. Chez nous, on attend que nos leaders soient au service de leurs équipes. Édouard, le PDG, est au service de ses collaborateurs. D'ailleurs, Édouard a donné son numéro de portable aux 3500 collaborateurs et tous les mois, dans le bulletin mensuel d'entreprise, il y a son numéro de portable qui apparaît en grand. C'est-à-dire que tout le monde est le serviteur de tout le monde, mais la posture de celui qui est mieux payé que les autres ne peut pas être une posture de supériorité. Il doit être un leader serviteur. Waouh, hyper intéressant et alors je crois que selon toi aussi, la l'information et la transparence de l'information est absolument clé, et que vous l'avez mis en œuvre dans l'entreprise sur plein de choses et je voudrais faire un zoom avec toi sur les notions financières qui sont toujours délicates dans les entreprises françaises, notamment les salaires. Comment vous gérez les salaires? Est-ce qu'il y a un degré de transparence à ce niveau-là?
Oui, oui, il y a un degré de transparence, alors là, c'est ce que j'appelle chez nous le naturisme managérial. C'est-à-dire qu'on montre tout. Nous pensons qu'au moins on en montre, au plus on développe des fantasmes et au moins on règle ses propres problèmes, ses propres complexes. J'ai toujours pensé, sans jamais malheureusement avoir pu tenter l'expérience, mais que le naturisme nous met tranquille avec notre corps et avec le corps des autres. Bon, il en est de même avec les chiffres, c'est-à-dire que au moins tu vas en montrer, au plus les gens vont devoir s'imaginer. Et donc, quand on s'imagine, on se trompe. Et on a pensé que le plus simple était d'assurer une transparence totale, c'est-à-dire que sur l'intranet de Cleantex, tous les collaborateurs de chez nous équipés d'un ordinateur, c'est-à-dire les environ 170 services support, plus tous les représentants du personnel, qui sont une cinquantaine, ont accès à toute l'information, c'est-à-dire les comptes, les bilans, les soldes intermédiaires de gestion, la trésorerie en temps réel, mais aussi les salaires nominatifs. Et donc, ça veut dire qu'une agent de propreté qui voudrait connaître le salaire de mon fils Édouard n'a juste qu'à demander à son représentant du personnel quel est le salaire d'Édouard. Enfin, il n'y a plus de secret et de tabou là-dessus. Les conséquences de ça ont été que nous avons transformé un sujet émotionnel en sujet technique. Le sujet du salaire, à condition qu'on respecte, qu'on paye nos collaborateurs dans des prix de marché, hein, bien sûr, mais à cette condition-là, les collaborateurs sont bien plus inquiets d'une éventuelle inéquité dans la grille des rémunérations que de leur propre niveau de salaire. Et donc les émotions viennent très souvent d'une impression ou d'un sentiment, d'une rumeur ou d'une information qu'un collaborateur est mieux payé que nous alors qu'il ne le mérite pas. La transparence nous a permis, et ça c'est Édouard qui a eu l'audace de mettre ça en place il y a 3-4 ans, cette transparence nous permet de rendre les collaborateurs plus responsables, de les détendre au sujet des rémunérations, nous a permis, quand on a publié, et tous les ans quand on publie, de solutionner, de régler d'éventuelles injustices, parce qu'il n'y a pas de raison, aucune grille des salaires n'est parfaite, et puis de répondre à des interrogations de collaborateurs qui pourraient s'interroger sur des différences éventuelles sur lesquelles nous sommes contraints de fournir une explication ou, à défaut de pouvoir fournir une explication, de faire le réglage qui rétablisse la justice entre les collaborateurs. Ouais, et puis j'intuite que ça facilite l'égalité des salaires hommes-femmes, évidemment. Ah ben, c'est-à-dire que tout le monde devient DRH parce que ce sont des tableurs Excel exportables. Donc celui qui veut s'amuser à vérifier les salaires par sexe, par âge, par poste, par fonction, par prénom, tout le monde devient DRH. Et là, ça devient très intéressant. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs Clintex, qui je le rappelle a 3500 collaborateurs, n'a toujours pas de DAF et de DRH aujourd'hui. Ouais, ça, c'est Euh, absolument incroyable. On n'a rien contre, hein. Un jour, Édouard aura besoin d'un DAF et d'un DRH. Il y a aucun souci là-dessus. Mais au plus on peut passer de temps sans cette ressource qui quand même présente un certain coût, même si évidemment ça rapporte aussi, mais tant qu'on peut s'en passer, bah, c'est très bien, quoi. En fait, je crois que dans l'histoire, vous avez eu un DAF et un directeur, financier, mais qu'à un moment donné, vous avez, effectivement, voulu avoir, moins de structure hiérarchique, passer en management, effectivement, on va dire à la Montessori, et donc ça a amené à évidemment poser la question aux troupes de dire: «Est-ce que vous voulez toujours un DAF ou un DRH?» c'est ça? J'ai eu une époque où l'entreprise a tellement grossi tellement vite que, on me questionnait souvent sur cette curiosité que nous n'ayons pas de DAF et pas de DRH et pas de directeur développement, enfin pas de CODIR, quoi. Et à force qu'on me dise: «Mais, ton entreprise est pas normale», j'ai recruté un CODIR, tu vois? Bon, et je me suis retrouvé avec un vrai CODIR de gens compétents, hein, compétents, engagés, et sympas pour l'essentiel. Et puis moi, ça m'a tellement, libéré de temps que j'ai pu pendant plusieurs années aller faire, des courses moto, des Paris-Dakar en moto et ce genre de choses. Donc j'ai fait toutes les courses des rallyes de la coupe du monde en moto et pendant 3-4 ans, j'ai quitté Cleantex pratiquement. Et quand je suis revenu chez Cleantex, quand j'ai souhaité revenir chez Cleantex, j'ai trouvé une entreprise désalignée avec ce que j'étais moi. D'ailleurs, Spinoza nous dit: «Le bonheur, c'est de trouver sa nature profonde», et mon entreprise était dénaturée. J'ai été désaligné et donc j'ai plus compris comment fonctionne cette entreprise qui s'était orientée dans des jeux de pouvoir, alors qu'à l'époque où j'y étais, on était dans des jeux de contribution. Et donc tout naturellement, ce CODIR a disparu, de l'entreprise et j'ai pu réaligner l'entreprise telle que je le voulais, c'est-à-dire sans petit chef et avec des collaborateurs responsables.
Alors le mot alignement pour nous est très important. C'est effectivement lorsqu'on arrive à créer une cohérence à 360° et qu'on arrive à avoir un bon alignement tant en interne qu'en externe. Donc c'est vraiment nous toute la philosophie qui supporte les harmonistes. Alors il y a une chose aussi qu'on aime beaucoup, c'est l'impact. Et j'ai vu votre site web et la page RSE que vous avez sur votre site web. Et je voulais te féliciter parce qu'elle est vraiment, et j'encourage tous nos auditeurs à la regarder parce qu'elle est vraiment Ah, c'est très, chouette. et tu mets d'ailleurs, nous ne voulons pas être la meilleure entreprise au monde, mais la meilleure entreprise pour le monde. Et tu donnes plein de chiffres, plein d'applications. Et il y a quelque chose que je voulais partager avec toi, c'est tu dis que chez vous, 100% des collaborateurs sont investis dans la vision RSE de l'entreprise. Et ça, c'est un des principaux challenges des entreprises souvent, c'est d'embarquer, de réussir à embarquer les équipes dans cette dynamique RSE. Donc comment vous faites, vous, pour créer cette adhésion? Écoute, c'est marrant, mais c'est un sujet, chez nous qui est présent, depuis longtemps. On a des ruches, tu vois? Alors maintenant tout le monde a une ruche, un baby-foot et une salle de yoga. Bon, mais nous on a des ruches depuis 10 ans, on a planté une forêt il y a 20 ans, en se disant: «Chaque nouveau client, on plante un arbre». C'est-à-dire qu'on a toujours été, sensibles à cette idée parce qu'elle nous fait plaisir. Elle nous fait plaisir. Nos collaborateurs sont très fiers de cette forêt. Alors, on vient de développer une nouvelle technologie sur tous nos sites qui nous permet de ne plus utiliser pratiquement de produits chimiques pour faire de la désinfection. Et donc, avec l'électrolyse de sel, on a équipé, je crois aujourd'hui, plus de 2500 sites de l'entreprise. Des clients chez qui on n'utilise plus de chimie, c'est-à-dire on produit une solution à base d'électrolyse de sel nettoyante, désinfectante, virucide, bactéricide, et puis on a du vinaigre blanc. Et avec ces deux produits, on fait 100% des prestations chez nos clients. Ben, les agents de propreté sont super contents de voir qu'il n'y a plus de bidons dans leurs armoires. Nos managers ne doivent plus livrer de bidons, mais ils se disent, tiens, mais on a un impact fort. C'est-à-dire que par aussi de la créativité, de l'audace et de la technologie, on arrive à envoyer du plaisir grâce à cette technologie, grâce à ces idées originales qu'on met en œuvre. C'est-à-dire que c'est pas une RSE subie, c'est une RSU vécue et dans le plaisir. Et d'ailleurs, Charles, mon autre fils qui travaille chez Clintex et qui s'occupe de cette démarche RSE dans l'entreprise, nous a annoncé hier qu'on allait être certifié B Corp dans les jours prochains. Enfin, je croise les doigts parce qu'on ne peut pas anticiper, mais en tout cas, ça se présente bien. Voilà. Ah bah, bravo pour cette double démarche, à la fois, je dirais, sur les produits, sur, la RSE et sur, effectivement Bicorp qui est un cadre très structurant et qui est assez challenging à avoir. On accompagne des entreprises dans cette direction-là et effectivement, en tout cas, ça crée vraiment une formidable dynamique, des équipes aussi, on le voit. Alors tu parlais tout à l'heure des valeurs, vision, raison d'être. Comment vous l'avez formalisé? Comment vous affichez cette culture? Comment vous avez mis des mots dessus et comment vous la communiquez? En interne alors? Alors, je vais te dire comment on a fait, mais je pense que la manière de le faire n'est pas très importante. Je m'explique. C'est-à-dire que la pire des situations, c'est que l'entreprise ne dispose pas de cet outil mission, vision, valeur. Au moins vision, valeur. Et allez, je veux dire au moins valeur. Parce que ça, c'est un outil de management qu'on utilise quotidiennement. Je pense que Steve Jobs avait une mission, une vision, une valeur claire, une raison d'être très claire, et c'est lui qui l'a décidé de façon arbitraire, et puis c'était qui même me suive. Bon, on ne peut pas dire que ça n'a pas marché. Je pense qu'une entreprise qui veut, comment dirais-je, moderniser peut-être, enfin, ou libérer son management, devra écrire sa vision, sa mission et ses valeurs. Si le patron l'écrit tout seul dans son bureau, l'avantage, c'est que ça va vite. L'inconvénient, c'est que les équipes vont mettre plus de temps à se l'approprier. Si on veut le faire de façon collaborative avec tout ou partie de l'entreprise, ça met plus de temps. Nous, chez nous, ça a mis 1 an. Mais une fois qu'on la placarde sur les murs, les équipes se la sont appropriées. Donc, bon, la méthode, tout dépend du temps dont on dispose ou du caractère du patron, hein. Le patron a, après tout, ce droit de dire, bah, moi, mon alignement, c'est celui-là, et puis qui même me suivent. Bon, pourquoi pas. Mais en tout cas, nous, on est passé par un cabinet extérieur tout à fait talentueux. Et puis, Edouard l'a réécrite avec quelques-uns de ses équipiers il y a peu de temps, parce que moi, la vision de Clintex, c'était heureux de rendre service pour faire de Clintex la plus belle boîte de France. Tu vois, c'était mon ambition, moi. Voilà. Et Édouard l'a revisité avec Charles en disant la plus belle boîte pour le monde, quoi. Voilà. Donc, moi, j'admire, j'adore. Ça me fait kiffer. Alors c'est super intéressant là, donc tu parles, de tes fils qui ont repris la direction d'entreprise. Alors tu dois être assez fier j'imagine, c'est vraiment sympa, mais comment réussir à faire ça? Je pense qu'il y a beaucoup de personnes comme toi qui aimeraient transmettre leur entreprise, garder cette âme, de l'entreprise et puis peut-être la laisser ses enfants aussi la faire évoluer et visiblement c'est ce qui est en train de se passer.
Donc vas-y, raconte-nous un peu de cette transmission. Bon, d'abord, on a élevé nos enfants, nos 4 enfants, en leur disant avec ma femme, et puis l'avantage aussi, c'est que j'ai la même femme depuis 40 ans, donc notre message est est stable. On a dit aux enfants: «Les enfants, ne rêvez pas ou n'ayez pas peur. Vous ne rentrerez jamais chez Clinitex. Avec maman, on va revendre l'entreprise quand papa devra prendre sa retraite, on va tout claquer et si on n'arrive pas à tout claquer, ce qui reste, on donnera au Restaurant du Cœur». Voilà. Donc ils ont été élevés jusqu'à la fin de leurs études et même un peu au-delà, dans sans se projeter dans un parcours décidé par les parents d'aller chez Clintex. Donc, ils ont été totalement libres. Et puis, le hasard a fait que Édouard, après ses études, il a fait IESEG, a travaillé 1 an dans une entreprise dans laquelle il a pas pu révéler son talent. Il s'est emmerdé, en 2 mots. Et puis, il était sur le marché de l'emploi au moment où je me suis séparé de mon codir. Et là, ça fait un gros trou dans la raquette quand même. Et j'ai dit: «Édouard, est-ce que tu veux pas me donner un coup de main?» J'étais un peu débordé. «Est-ce que tu peux venir me donner un coup de main, 2-3 mois, juste le temps que je sorte la tête de l'eau?» Et on s'est tellement éclaté à bosser ensemble que l'histoire a fait le reste. Et Édouard, ça fait maintenant 8 ou 9 ans qu'il est chez Clintex. Et en fait, il est devenu PDG de la boîte presque sans que personne s'en aperçoive. Ni lui, ni moi, ni les équipes. Ça s'est fait naturellement. À tel point d'ailleurs que j'ai eu un interview un jour comme celui qu'on pratique là en ce moment, il y a 4 ou 5 ans, je crois. Puis la personne qui m'interviewe me fait parler de notre management et il me dit bon, c'est toujours toi le PDG? Et je dis non, bah, c'est Édouard. Et là, je reçois un SMS d'Édouard qui me dit: «Papa, merci, je savais pas». Et quand je l'ai dit, c'était pas pour faire une annonce, c'était parce que dans ma tête, il l'était, quoi. Voilà. Et Édouard, ça l'a pas, ça a été un non-sujet. Et voilà, il s'est retrouvé PDG. Très bien. Puis moi, j'ai pris ma retraite. On m'a fait une fête extraordinaire. Et puis voilà. Et puis maintenant, quand je vais chez Clinitex, je demande l'autorisation. Je n'interviens pas dans le management d'Édouard, même si il a beaucoup de plaisir à partager avec moi ses doutes, ses succès, et que moi j'ai un plaisir extraordinaire à recevoir sa confiance de ce partage. Donc vraiment, ça se passe vraiment gentiment, quoi. Un bel exemple de transmission complètement naturelle, c'est vraiment bravo. Alors sur l'actualité, on est en plein période de confinement, de Covid. Comment ça se passe chez vous? Bon, j'imagine que l'activité de nettoyage, d'entretien des locaux est extrêmement importante, donc l'activité doit être forte. Mais derrière, au-delà de ça, il y a toute cette problématique de télétravail. Comment ça s'est passé chez vous, la mise en œuvre du télétravail? Ah bah écoute, c'est extraordinaire parce que là, c'est là qu'on voit qu'une entreprise agile, de par son style et son management, dispose d'un avantage concurrentiel, managérial considérable. En fait, nous, on pratique le télétravail depuis fort longtemps. Depuis fort longtemps, depuis des années. Enfin, voilà encore un truc qui est un non-sujet pour nous. Édouard, au mois de septembre de l'année dernière, donc septembre 2019, constate qu'il y a des dysfonctionnements dans le télétravail. C'est-à-dire, de temps en temps, il y a une équipe complète qui est absente et que ça pose problème, ou que le téléphone décroche plus parce qu'il n'y a plus personne. Donc, Édouard, avec toute son équipe des services support de Clintex, enfin ce qu'on appelle le siège social, à peu près 30 personnes, dit: écoutez les gars, il faut que vous trouviez une méthode pour que ça marche parce que là, ça marche pas. Et ils disent à Edouard: bon, oui, mais comment on fait? Bon, il dit: écoutez, démerdez-vous. Ce que je veux, c'est que vous me présentiez un accord télétravail et je vous préviens d'avance, je le signerai sans le lire. Ce qu'il a fait. Donc, il a même pas lu. Et donc, ce télétravail du jour au lendemain, donc, qui est devenu responsabilisé par les équipes qui avaient eux-mêmes écrit leurs propres règles, n'est plus un sujet. Et donc, quand ce petit machin-là est arrivé, on était prêt, quoi. Alors attention, je te dis pas que on ne souffre pas comme tout le monde de plus faire de présentiel, parce que c'est la barbe, quoi. Le petit café ensemble, c'est quand même un lien et un outil de management puissant. Mais bon, on fait le dos rond. Mais en tout cas, le télétravail chez nous n'a pas été. On n'a pas dû improviser au dernier moment un truc, ni craindre. Tu sais, les craintes en télétravail, les collaborateurs foutent rien. Mais enfin, quel mauvais schéma mental de pouvoir penser que quelqu'un qui n'est pas à son bureau puisse abuser de la situation. Comme si, quand on était à son bureau, on travaillait. Non, mais enfin, quand on est derrière un écran, enfin, c'est comme les temps de pause à l'époque. Enfin, c'est pas parce qu'on est en pause qu'on travaille pas. C'est pas parce qu'on est au bureau qu'on travaille. Et c'est pas parce qu'on n'est pas au bureau qu'on travaille pas. Tout ça sont des schémas mentaux. À partir du moment où tu as affaire à des collaborateurs engagés, responsables et honnêtes, ben voilà. Et puis ce qui compte, c'est pas le temps qu'ils y passent, c'est le résultat qu'ils produisent.
Ouais, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. Alors, on arrive au bout de ce podcast et est-ce que tu peux donner un conseil à tous les chefs d'entreprise ou les étudiants ou les journalistes qui nous écoutent pour, notamment les chefs d'entreprise, pour les encourager à être pleinement eux-mêmes, à développer leur culture et être finalement alignés, à essayer de créer cet alignement? Quel conseil tu leur donnerais? Écoute, j'ai un conseil, l'expérience n'est pas transmissible et donc je dis à ceux qui m'écoutent: «Tracez votre route, inspirez-vous de lectures, de podcasts, éventuellement comme celui-là, qui peuvent d'ailleurs à la fois vous donner des idées pour, faire évoluer votre management, mais qui peut aussi rationaliser votre déni par rapport à ce management. Vous pouvez être très heureux dans un management vertical et très hiérarchique. Donc je ne prétends pas que notre management soit supérieur à un autre, ni inférieur. Ce qui compte pour un manager, c'est qu'il trouve son alignement, ce que Spinoza appelle sa nature profonde. Ouais, bah, écoute, j'adore cette phrase d'ailleurs que je ne connaissais pas de Spinoza. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi lors de cet entretien, et je te remercie vraiment beaucoup de ton témoignage, c'est d'abord ton amour du travail, de ce que tu fais. Donc c'est déjà vraiment formidable. Je pense que c'est une des clés fondamentales de la réussite. J'ai aussi beaucoup aimé l'aspect considération, leader-serviteur, cette humilité dans le style de management qui est valable pour les managers et pour les leaders. Alors, ce qui m'a fait beaucoup sourire aussi, c'est le naturisme managérial et au-delà de ça, cette transparence qui est aujourd'hui vraiment demandée par tous les jeunes collaborateurs. Voilà. Et puis, tu parlais de Spinoza et du bonheur de trouver sa nature profonde, mais aussi une fois qu'on l'a trouvé, d'en faire un cadre qui va permettre la liberté, qui va permettre véritablement le fonctionnement de la liberté. Et ça, c'est vraiment, je pense, important. Et puis, l'utilisation des valeurs que vous utilisez au quotidien pour créer cet alignement. Et enfin, cette transmission que vous avez réussi entre toi et tes fils, donc c'est vraiment, vraiment formidable. Donc bravo d'avoir réussi à sortir des sentiers battus, de l'avoir vécu à fond et de le jouer à fond. Et ça a fait un très beau développement, donc c'est vraiment formidable. Merci à toi, c'était un plaisir. Bon, et à très bientôt. À très bientôt, au revoir. Bon à tous, si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager, à parler aussi de Clinitex, qui peut être voilà une formidable, un formidable partenaire pour l'entretien de vos locaux. Et puis n'hésitez pas à transférer ce podcast à des gens qui pourraient s'inspirer de ça. Mais voilà, de trouver en tout cas ce chemin est vraiment formidable. À bientôt.